Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de journal. Reçue en audience hier au Palais de la Marina, la FCBE n'est pas pour la révision de la Constitution, une affirmation du premier responsable du parti Paul Ronquet. Et d'ailleurs, plusieurs partis de l'opposition réunis en début de semaine sur l'initiative des démocrates disent ne pas vouloir accompagner le projet de révision de la Constitution. L'information est rendue publique à travers un communiqué final à l'issue des assises. L'oignon, après plusieurs mois de pénurie, est enfin disponible dans les marchés béninois alors que la frontière Bénin-Niger est toujours fermée. La solution palliative à suivre dans ce journal. Et puis un Focan, le Maroc sorti par l'Afrique du Sud en 8e de finale. Nouvelle sensation en Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à Valibé. Merci, Madame, Monsieur, d'avoir pris le rendez-vous de l'information. Le chef de l'État a reçu hier en audience une délégation du parti La Fosse Cori pour un Bénin émergent, FCBE, conduite par son premier responsable, Paul Ronquet. Cette délégation s'est entretenue avec le président de la République au palais de la présidence sur des préoccupations nationales. On va suivre les propos de Paul Ronquet à la sortie de l'audience. Vous savez, FCBE est un parti, en dehors des partis de la mouvance, qui a participé à toutes les élections communales, présidentielles et législatives. Et donc nous avons pratiqué les réformes. Nous avons suffisamment éprouvé ces réformes. Nous sommes mieux placés pour donc dire ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut faire pour que le pays, au plan politique, se porte mieux. Nous avons des élus aussi, et donc au regard de tout ça, nous avons estimé qu'il faut qu'on nous associe au débat. D'abord sur le code. Sur le code, nous avons une proposition simple qui pourrait permettre de contourner l'obligation d'aller vers la révision de la Constitution. Nous pensons que si nous touchons à l'article 41, alinéa 11, où il est dit que la Sénat dispose de 8 jours pour donc étudier les dossiers, on pourrait allonger à 12 jours, les 12 jours ajoutés à la date 5, où les dépôts de dossiers de candidats doivent se faire, pourraient permettre que tous les élus de 2026 soient déjà en place et que les candidats qui, entre-temps, auraient déposé les dossiers le 5 puissent donc compléter les pièces de leur dossier par les formulaires de parrainage. C'est une proposition que nous faisons. Mais nous ne nous limitons pas à la question de parrainage. Nous pensons qu'il y a bien d'autres modifications à apporter à la loi, telles que le montant des cautions. Nous plaidons à ce qu'on revoie un peu les montants. Au-delà de ça, nous avons bien d'autres propositions que nous avons. Par rapport à la Constitution, nous estimons que autant que faire se peut, que nous puissions l'éviter. Éviter la révision de la Constitution dans la situation actuelle. Et voilà qu'une proposition est déposée. Et je crois que cette propension, cette prédisposition du peuple à ne pas accepter une révision doit prévaloir et nous allons voir comment les débats vont se faire. De toute façon, pour nous autres, il n'est pas question d'aller vers la révision de la Constitution. L'opposition au régime de la rupture n'accompagnera pas le projet de révision. C'est la décision issue de la séance de concertation des partis de l'opposition, MPL, NFN, GSR et le LD à l'initiative des démocrates lundi dernier. Le communiqué final, lu de Nourenou Achadé du parti Les Démocrates l'affirme. On l'écoute. Communiqué final. Le lundi 22 janvier 2024, le président de la République a reçu en audience les députés du groupe parlementaire Les Démocrates pour discuter de la mise en œuvre de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 relative à, premier point, au parrainage des candidats à l'élection présidentielle
Et deuxième point, à l'harmonisation des dates de reprise de l'élection présidentielle en cas d'annulation entre la Constitution, article 49, dernier alinéa, et le Code électoral, article 142. Suite à cette rencontre, le Parti Les Démocrates, conscient de l'importance et des enjeux des élections générales de 2026, a réuni ses partenaires politiques de l'opposition, à savoir Grande Solidarité Républicaine, GSR, Nouvelle Force Nationale, NFN, Mouvement Populaire de Libération, MPL, pour échanger sur la question afin de s'accorder sur une position commune. À l'issue des échanges, les parties prenantes ont rejeté toute idée de révision de la Constitution dans le contexte actuel. 2. Exprimer leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral. Elles ont enfin retenu des propositions consignées dans un mémorandum qui sera porté par le groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale à l'occasion de la relecture du Code électoral. Elles ont réaffirmé la nécessité de la tenue d'un dialogue national qui implique toutes les forces politiques et les acteurs de la société civile dans la perspective de la décrispation du climat politique et social. Fait à Cotonou le 29 janvier 2024. N'oubliez pas, tout à l'heure, à partir de 13h30, vous avez la possibilité de réagir à l'actualité. Toujours dans l'actualité, Mariam Chabi-Talata représente le Bénin au sommet Italie-Afrique qui a ouvert ses portes hier à Rome. Elle représente le président Patrice Talon à ce sommet et en prélude à l'ouverture des travaux, les différents chefs de délégation ont été reçus par le président italien et la première ministre. C'était dans la soirée du dimanche 28 janvier. À ce sommet, le Bénin propose son remède contre l'immigration. C'est un sommet qui renforce le partenariat entre l'Afrique et l'Italie en mettant l'accent sur les secteurs clés comme l'éducation, la santé, l'agriculture et l'énergie. La vice-présidente du Bénin a présenté à l'occasion une thématique sur la formation professionnelle et la promotion culturelle. Elle a également révélé la destination Bénin à travers son intervention. Le compte rendu de la cellule de communication de la présidence. L'Afrique au Sénat italien, le temps d'un sommet qui pose les bases d'un partenariat d'égal à égal. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont conviés à cette rencontre. Objectif, dévoiler le plan Mattei axé sur le renforcement de la coopération énergétique avec les pays africains et les appuyer dans différents domaines, notamment la santé, l'éducation et d'autres secteurs. Des annonces enregistrées à l'ouverture de ce sommet. La première ministre italienne a en substance mis l'accent notamment sur le renforcement des pays africains avec à la clé une dotation initiale de 5,5 milliards d'euros. L'Afrique présente ses priorités par la voix du président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat indique l'agriculture, les infrastructures, l'environnement, l'énergie, la santé, l'éducation, la digitalisation comme priorité. Le remède est là. Il est dans le partage de la prospérité, l'égalité dans la prospérité. Le monde est comme les vases communicants. Remplissez l'un et créez la passerelle et vous verrez. Dans ce combat, l'Afrique est consciente qu'elle doit assumer ses responsabilités pour promouvoir et faire respecter les principes de son partenariat d'une part et centrer ce partenariat sur ses priorités.
Le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, se préoccupe de l'augmentation du flux migratoire des jeunes Africains et souhaite une synergie pour mettre à profit les ressources dont dispose l'Afrique. Il est essentiel de travailler en toute synergie pour mettre à profit les nombreuses richesses naturelles dont dispose l'Afrique, pour non seulement développer davantage le continent, renforcer notre partenariat, mais aussi et surtout mettre fin aux flux migratoires, souvent meurtriers, des Africains ayant perdu tout espoir de vie meilleure dans leurs pays respectifs du continent. La phase protocolaire laisse place au panel. Le Bénin intervient sur la thématique formation professionnelle, promotion culturelle. La vice-présidente Mariam Tchabitalata Zimeyerima propose une thérapie au phénomène de migration massive de la jeunesse africaine. Dans son intervention, elle fait remarquer que la migration massive de la jeunesse africaine est perçue comme une menace, d'où la nécessité d'accorder une importance à la formation professionnelle et à la promotion culturelle. Le Bénin, conscient de ces enjeux, a engagé depuis 2016 des réformes audacieuses dans le domaine éducatif et économique visant à doter sa jeunesse de compétences et à stimuler l'économie a-t-elle poursuivi. Elle a par ailleurs vanté les potentialités du Bénin dans les domaines agricoles, notamment dans la production du coton, du soja, du karité et de l'ananas et propose un partenariat gagnant-gagnant. Sont également intervenus les présidents du Sénégal, Macky Sall, de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et plusieurs autres chefs d'État ou représentants. Ce sommet a ouvert la voie à des discussions approfondies et à la recherche de solutions conjointes pour relever les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest dirigés par des militaires arrivés au pouvoir après des coups d'État ont annoncé dimanche dernier leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette décision est consécutive aux relations conflictuelles entre ces 3 pays et l'organisation sous-régionale depuis l'événement des coups d'État. Reçu sur le plateau de Matin d'Éden, Olivier Michel de Campos, consultant et analyste géopolitique, a fait la lecture de la situation. Suivez. Il sera assez difficile de prédire véritablement quels seront les impacts, en tout cas en termes de conséquences réelles. C'est vrai, il y a des conséquences qu'on peut voir là tout de suite, qu'on peut anticiper, qu'on peut prévoir, qui sont de l'ordre donc du potentiel, qu'on peut voir, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec la libre circulation des personnes et des biens, voilà, l'augmentation des tarifs, parce qu'il y aura le prix des marchandises, parce qu'il y avait des préférences tarifaires, douanières. Voilà, donc il y a ces conséquences-là qu'on peut voir tout de suite. Il y a de ces conséquences-là qu'on peut prévoir, qui sont assez simples à prévoir. Et puis, il y a ces conséquences-là qu'on ne pourra véritablement évaluer que lorsque la décision serait effectivement, si on en arrivait à ce stade-là où la sortie est actée et véritablement. L'autre point également, c'est que les divisions au sein de la CEDEAO même ont permis à ces pays, en tout cas au Niger, parce que c'est cet exemple-là que je veux prendre, ont permis au Niger de contourner en quelque sorte les mesures qui avaient été prises contre elle. En l'occurrence, la posture qui a été celle du Togo. Et donc, vous avez cette dynamique-là qui a été observée. Et bien avant ça, il y avait eu avec le Mali ou le Burkina les attitudes d'autres pays comme la Guinée qui avaient ouvert son port et permis donc l'acheminement des marchandises. Et également la Mauritanie, et l'Algérie qui avaient refusé à l'époque de... Donc, il y a à la fois les divisions internes à CEDEAO qui font que des membres vont certainement choisir des postures différentes. Et vous avez les États voisins, les États non membres de la CEDEAO qui également ne suivent pas forcément. Aujourd'hui, il sera assez difficile de dire concrètement, de façon vraiment avec une certitude, quelles seront vraiment ces conséquences. Il va falloir forcément s'asseoir autour d'une table, et cette fois-ci de manière vraiment constructive pour pouvoir avancer. Vous savez ce que le président Tinubu avait qualifié à quelques mois ou quelques mois lors du sommet passé d'alliance fantôme, est en train de devenir aujourd'hui de prendre forme et de montrer quand même que la dynamique qui avait été enclenchée, nous l'avons débattu ici, qui avait été enclenchée était une dynamique. Ce n'était pas une organisation créée comme ça de toutes pièces. Elle était pensée, elle avait un objectif, et peut-être on est en train de voir aujourd'hui
là où voulaient aller ces États-là en créant à l'époque l'AES. Donc, la négociation, pour ma part, est assez importante, à la fois pour ces pays-là qui s'en vont ou qui veulent partir, autant pour les pays restants donc, de la CEDEAO. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça j'en finirai là-dessus, on parle de CEDEAO des peuples. C'est ça. Mais malheureusement, on n'a pas pu réaliser cet objectif-là, cette ambition de CEDEAO des peuples. Et peut-être, il faudra peut-être que maintenant, on puisse mettre en avant l'intérêt des peuples dans la résolution de cette crise-là. Le prix de l'oignon est désormais en baisse dans les marchés après la pénurie liée à la fermeture des frontières avec le Niger, conformément à la sentence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le produit est de plus en plus disponible sur les marchés. Clémence Tonoukoin. Maintenant, c'est l'instant de l'oignon. Ça a commencé à sortir beaucoup maintenant. Les ménages n'ont donc plus de soucis à se faire pour se procurer l'oignon, cet aliment tant conseillé pour se maintenir en bonne santé. Après s'être fait désirer pendant quelques mois dans les ménages à cause de sa non-disponibilité et de la hausse de son prix, l'oignon est à nouveau disponible et à portée de tous sur les marchés du Bénin. Le recul des prix observés s'explique non pas par la réouverture des frontières du Niger, mais plutôt par la disponibilité progressive du produit en provenance de Malanville, du Nigeria ou du Niger, mais en transit par le Nigeria. C'est pour le Nigeria qui est moins cher maintenant, là, avec les Manaville. Là. Maintenant, les moins cher, là, c'est pour les Ourous de Manaville. C'est pour le Bénin. C'est ça qui est moins cher maintenant. On n'a pas ouvert les frontières. Hein. Ça quitte le Nigeria, hein. Ça va au Niger. Hein. Au Nigeria, ça quitte. Le oignon du Niger n'a pas arrivé ici, jusqu'à présent. Parce que la frontière c'est déjà fermée. Tout ça c'est l'oignon du Nigeria. Si l'oignon du Niger arrive, si la frontière n'a pas fermé là, la vérité alors comme si là c'est à 20 000 à 25 000. Mali ne mange pas l'oignon, Burkina ne mange pas l'oignon. Bénin, Niger, Côte d'Ivoire, Ghana, c'est eux qui mangent l'oignon. Là qui mangent l'oignon, tout c'est déjà fermé. Donc maintenant cette année là, c'est les pertes de cultivateurs. L'augmentation des frais de transport de l'oignon depuis le Niger vers le Bénin est la principale raison pour laquelle les commerçants préfèrent se rabattre sur le voisin de l'Ouest. Il y a augmentation de l'argent beaucoup. Hein. Avant là, les sacs là, avec frais de route là, c'est à 5 000 on paye, 5 500. Maintenant jusqu'à 9 000, 8 000. Là un sac là, frais de route là, avec camion tout. Maintenant 9 000, 8 000, 8 500. Comme transport de Niger là, c'est trop cher. C'est trop cher. Comme avant, le camion qui va sortir de port là, il va venir vide. C'est lui qui prend bagage, oignon, tout pour retourner. Maintenant, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça tout. Ce problème, c'est trop. Maintenant, là, on a mené oignon encore. Tout le client qui va payer oignon là, il a dit venez là, ça n'a pas allé. Il n'a pas allé, il n'a pas l'argent pour payer. Maintenant, là, oignon, c'est venu beaucoup. Il n'y a pas personne qui va payer. Même il a mené là. Il n'y a pas personne qui va payer. Ces commerçants, soucieux du devenir de leurs frères producteurs d'oignons au Niger, plaident pour la réouverture effective des frontières. On est là, on est en train de prier à Dieu, parce qu'on voulait ouvrir ça. Nous, on a déjà cultivé, notre grand frère, notre frère, on a déjà cultivé ça là-bas. Ils sont là-bas. Ils ne savent pas où ils vont partir avec ça. Tu sais que tu as cultivé au moins ça, 40 sacs, 30 sacs, tu vas manger ça. Si tu n'as pas venu, tu vas manger ça. Ça va plus. Ça va gâter. Donc, c'est là, c'est une perte. Donc, l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas fait. Avec quoi que tu vas faire? Il n'y a pas l'argent. L'argent que tu as pris dans ta poche pour cultiver, il n'a pas vendu. C'est là, à la maison, c'est déjà gâté. Donc, ce sont des animaux qui vont manger ça. Le Niger Bénin, là, c'est la même. Il n'a qu'à aller pour négocier. Même État, là, il n'a pas négocié, là. Population avec population, là, il n'a qu'à négocier. Comme c'est population qui est État. Ce n'est pas État qui est population. Population qui est tout. Population de Niger ou bien population de Bénin, il n'a qu'à comprendre. Pour travailler ensemble, pour vouloir les l'avoir. S'il n'a pas voulu l'avoir, c'est un grand problème. Il est nécessaire que les autorités gouvernementales soutiennent cette filière afin que le Bénin ne dépende plus des autres pays. Les nouvelles africaines et internationales.
Infocan, le Maroc éliminé hier par l'Afrique du Sud sur un score de 2-0. L'ex-coach de l'équipe, Achraf Hakimi, a pourtant eu la balle de l'égalisation à 10 minutes de la fin, mais le Parisien a manqué son pénalty. Les Bafana créent la surprise et défieront le Cap-Vert en quart de finale. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, termine sa course ainsi dans le jeu et désormais ils ne sont plus que 8 à pouvoir prétendre au trône d'Afrique. Le Nigeria, l'Angola, la Guinée, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Mali et la Côte d'Ivoire sont en quart de finale de la CAN 2024. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes à 13h30 exactement.